Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le M23 annonce un cessez-le-feu à partir du 4 février pour des raisons humanitaires. Notre deuxième sujet concerne toujours la République démocratique du Congo. Le Rwanda salue la proposition d'un sommet régional conjoint. Troisième sujet, nous parlerons de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale défend son indépendance. Et nous terminerons bien évidemment par le Togo pour notre quatrième sujet. L'ANC conteste l'attribution du titre de père de la nation à Nyasingbe et Adema. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à Moko Débattoir. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Et face à vous ce soir, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Louis, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour ce débat. Nous commençons avec notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le M23 annonce un cessez-le-feu à partir du 4 février pour des raisons humanitaires. L'annonce a été faite ce lundi par l'AFC M23. Un cessez-le-feu entrera en vigueur à partir de ce mardi 4 février. Nous sommes déjà le 4 février et le cessez-le-feu est annoncé pour des raisons humanitaires. Le M23 ou l'AFC a annoncé également qu'elle n'a aucune intention de prendre contrôle de la ville de Bukavu. Là, nous serons dans le sud et Kivu. Pour le moment, leur intérêt, c'est au nord Kivu. Ils contrôlent la zone et accusent d'ailleurs l'armée de commettre des exactions. Ils exhortent d'ailleurs la mission de la SADC de se retirer puisqu'ils n'auront plus rien à faire, puisqu'elle a décrète un cessez-le-feu humanitaire pour prendre en charge toutes les personnes touchées par cette avancée du M23. On note un bilan qui augmente tout le temps. Actuellement, c'est à 900 morts dans ce conflit qui a été surtout marqué par cette avancée fulgurante du M23 qui a pris le contrôle de la ville de Goma en début de semaine dernière. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Goma est aux mains des rebelles du M23 qui, du côté de Kinshasa, sont qualifiés comme des terroristes. Ils prennent la ville de Goma au contrôle et annoncent un cessez-le-feu, disons-le, unilatéral pour des raisons humanitaires. Oui, un cessez-le-feu unilatéral pour des raisons humanitaires qui a pris effet à partir de ce 4 février 2025. Et les informations que nous avons pu glaner ici et là font état de ce que ce cessez-le-feu-là a été plus ou moins respecté. Parce que les armes n'ont pas crépité aujourd'hui à Goma. Et donc il y a eu également, et ce cessez-le-feu-là a été respecté d'une manière ou d'une autre, comme je le disais. Maintenant, la question première à laquelle il faut répondre, est-ce qu'il y a un est-ce que le cessez-le-feu est nécessaire à cette étape de ce conflit? Vous auriez aimé que les tirs continuent? Non, je voudrais juste dire que je réponds à cette question par l'affirmative. Parce que vous avez évoqué le bilan tout à l'heure. En une semaine, on aurait enregistré plus de 900 morts avec 2800 blessés, des milliers de déplacés, des droits de l'homme qui sont violés, des femmes qui ont été tabassées et tout cela. Donc je pense que à cette étape, un cessez-le-feu s'avère nécessaire justement pour éviter le massacre, pour éviter que la situation humanitaire de Goma ne cesse de se dégrader. Et donc je crois que c'est la première analyse à faire de la situation. Maintenant, c'est vrai qu'on nous dit que c'est un cessez-le-feu qui a été décrété de façon unilatérale. Aujourd'hui, c'est le M23 qui est pointé du doigt, c'est le M23 qui est accusé par, entre guillemets, toute l'humanité. Et donc, pour moi, ce cessez-le-feu a été justement décrété par le M23 pour éviter d'éventuelles accusations en fait relatives à ce qu'on peut appeler crime de guerre, crime contre l'humanité. Parce qu'on l'a dit que la situation déjà sur le terrain fait froid au dos, avec des morts que nous enregistrons un peu partout. Donc, pour le M23, c'est peut-être une manière aujourd'hui pour lui de devancer les événements en évitant
vraiment ce qu'on peut appeler du jour au lendemain crime contre l'humanité, crime comme de guerre. Et je pense que le mot même le dit, parce qu'il dit le cessez-le-feu est annoncé pour des raisons humanitaires. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont vu effectivement que les droits de l'homme sont violés et qu'à un moment donné, il faut mettre un point, il faut mettre une pause en fait pour demander aux uns les autres de se ressourcer. La troisième analyse à faire peut-être, et là où ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire que ça pourrait s'apparenter à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une stratégie de guerre de M23, qui justement pour les uns les autres nourrit l'intention de prendre la ville de Bukavu, dans le sud. Jusque-là le M23 tente de le démentir. Et pour moi, c'est une stratégie de guerre, d'autant plus que ça pourrait peut-être une façon aujourd'hui pour le M23 pour que le FARDC baisse la garde. Voilà, c'est peut-être une façon aujourd'hui pour le M23 d'amener la FARDC de baisser la garde. FARDC. Ouais, les forces armées de la République démocratique du Congo de baisser la garde justement pour gagner du terrain. Donc c'est là où vigilance doit être de mise. D'autant plus que cette guerre, c'est vrai que ça fait plus de 3 décennies et ce n'est pas la première fois que un cessez-le-feu ou bien des trêves ont été observées. Et donc ça veut dire que ça pourrait peut-être s'apparenter à ce qu'on a pu appeler aujourd'hui, comme je l'ai dit, une façon aujourd'hui en fait pour le M23 de tromper la vigilance de tout un peuple et de continuer par gagner du terrain. Donc c'est là où la vigilance doit être de mise, et parce que vous avez vu que beaucoup d'organisations, que ce soit congolaises, régionales ou internationales, ont d'abord demandé à ce qu'une enquête soit ouverte sur les violations commises en fait pendant cette période-là. Donc pour le M23, aujourd'hui le M23 se dit qu'elle est contre, le M23 se dit qu'il est seul contre toute l'humanité. Donc, et pourtant, parce qu'aujourd'hui, le M23 aussi s'est donné l'objectif justement d'avoir coûte que coûte Bukavu, même si je le disais tout à l'heure, qui tentent de le nier. Ils ont dit que c'est pas leur objectif. Voilà, donc pour moi, ça peut être, comme je le dis, je ne le dis jamais, ça peut être une stratégie de guerre, et faire endormir les uns les autres et continuer pas justement progresser sur le terrain. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on les signale à Bukavu. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis. On retient donc finalement 3 points d'analyse de cette annonce de cessez-le-feu. Qu'en pense Maurice Donkovi? Le M23 a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires officiellement. Je trouve d'ailleurs déjà que c'est curieux que ce soit le M23 qui annonce le cessez-le-feu de façon unilatérale. Mais puisqu'il n'y a pas de discussion entre eux et l'État congolais. Ah oui, mais le problème c'est normal que ce ne soit pas de façon concertée. Non, c'est que s'ils annoncent le cessez-le-feu de façon unilatérale, la question qui se pose c'est quel est l'état actuel du positionnement des troupes sur le front. Ok. Parce qu'effectivement, lorsque les gens disent oui, bon, il faut faire des enquêtes, nous allons faire le cessez-le-feu et ainsi de suite, la question essentielle, c'est de savoir, en l'état actuel, le Kivu, que ce soit du nord ou celui du sud, où se situe le front. Parce que c'est aussi une manière de stabiliser le front. Ouais. Si par exemple le M23 contrôle ces régions, qui a un cessez-le-feu et que le front est stabilisé, effectivement, oui, on va dire, il faut venir, secours humanitaire, enquête et ainsi de suite. Mais cela sous-entend que le front, lui, ne bouge pas. Ouais. Et donc, de façon vicieuse, il y a une partition du Congo. Okay. C'est que ils ont dit qu'ils vont pas reculer par rapport au territoire déjà conquis. C'est ce qu'ils ont dit dans leur communiqué. Justement, donc ce que j'ai l'impression que les politiques congolais ne comprennent pas que ce qui se joue actuellement dans le Kivu, que ce soit le nord et le sud, et même moi je pousserais même au niveau de l'Ituri, c'est la sécession de fait d'une partie du Congo. Parce que ce sont des troupes qui sont rentrés, qui ont attaqué Goma, qui ont avancé, sur le territoire. Pratiquement tout le nord Kivu. Voilà, qui ont pris une portion du territoire congolais et qui maintenant en réalité décident
de ce qui doit se faire sur ce territoire, raison pour laquelle ils disent, bon, de façon unilatérale, nous décidons d'un cessez-le-feu. Pour raison humanitaire. Raison humanitaire, cela sous-entend que nous allons permettre à des organisations humanitaires de rentrer dans cette service médical, ainsi de suite, mais sous notre contrôle. Ok. Donc c'est une manière implicite de nier le, comment dirais-je, le, il y a un terme, la responsabilité de l'État congolais sur ce territoire-là. Okay. Il se l'approprie en fait. Ce n'est pas dit de façon officielle, mais dans les faits, quand il va s'agir de gérer l'aide à apporter aux réfugiés, quand il va s'agir de négocier avec les troupes qui doivent encadrer les organismes humanitaires, quand il va s'agir, quand l'État congolais va commencer à revendiquer les territoires, il va vouloir reprendre le territoire, donc il va falloir réengager le conflit, on va dire stop. Puisqu'il y a une trêve humanitaire. Il y a un front qui est stabilisé. Une stratégie, comme le disait Louis, une stratégie militaire, donc, mais pas dans le sens d'avancer, mais pour sécuriser ce qui est déjà conquis. C'est une stabilisation du front. Et là où le gouvernement, à mon sens, congolais, disons, je dirais pas les politiques congolais sont coupables, c'est que, contrairement à ce que les gens disent en disant c'est un conflit de 30 ans, c'est pas un conflit de 30 ans, c'est un conflit de plus de 60 ans. Okay. Cette région, elle est plus ou moins stable depuis 60 ans. C'est la région, pour ramener les gens à une certaine histoire, c'est la région qui, dans toutes les parties, une révolution qui a mis à mal le président Mobutu. Il a dû faire appel à des mercenaires. À l'époque, c'était la révolution lumumbiste. Il a dû faire appel à des mercenaires, aux Occidentaux, pour pouvoir la repousser. Laurent Kabila père, Laurent Désiré, il est des années 60. Donc, c'est une région dont on n'a pas résolu le problème et dont les germes se sont développés jusqu'à ce à donner le conflit actuel. Et le souci avec le Congo, c'est que on a désormais de façon récurrente, si vous voulez, un plaidoyer faussement intellectuel qui laisse à penser que le Congo est trop grand pour être géré, en oubliant de préciser aux gens que l'Algérie est plus grande que le Congo. L'Indonésie, il y a des pays qui sont plus grands que le Congo, mais qui sont gérés. Le Kazakhstan est plus grand que le Congo. L'Algérie est plus grand que le Congo. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse dire que le Congo est trop grand pour être géré et que chacun s'arroge sa partie de Congo. Donc, moi, ce qui m'a choqué dans ce conflit, c'est le fait qu'on ait l'impression que, au niveau du gouvernement congolais et plus précisément de la présidence, que ça soit maintenant qu'on veuille organiser la résistance. Alors que le conflit est vieux. Les germes du conflit sont établis depuis l'époque de Lumumba. Alors, ce que je veux comprendre, Horus, a su votre développement, et d'ailleurs même dans la logique de Louis, on dirait que ce cessez-le-feu unilatéral décrété par le M23 est bien une stratégie de guerre, et si les forces armées congolaises osent tirer, c'est eux qui seront accusés d'avoir violé un cessez-le-feu, bien sûr. Alors que le cessez-le-feu permet au M23 de sécuriser une zone et de se l'approprier finalement. En tout cas, moi, personnellement... On dirait que les FARDC sont pris entre deux feux. Oui, parce que le problème qu'il y a dans la stratégie du M23, c'est que on ne pose pas la question du front. Le M23 ne dit pas... Jusqu'à quelle limite? Le M23 ne dit pas « nous rebroussons chemin et nous laissons la légitimité à l'État congolais pour encadrer le cessez-le-feu ». Pas du tout. Il dit « bon, nous avons conquis ce territoire ». Nous cessons le feu pour que les organismes internationaux puissent puissent intervenir. Les organismes internationaux rentrent dans le jeu en disant on va enquêter. Sauf que pour enquêter, il faut que le front soit stabilisé. Donc, lorsqu'on stabilise le front, mais en réalité, on contraint l'État congolais à donner beaucoup plus d'importance au M23 qu'il n'aurait voulu lui en donner. Et cette manière de procéder est déjà arrivée en Afrique. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Lorsque il y avait la rébellion du nord de la Côte d'Ivoire, lorsque l'État ivoirien s'attendait à être soutenu pour la repousser, on a eu des organismes qui sont intervenus et qui ont contribué à stabiliser le front. En stabilisant le front, de fait, ils ont divisé le pays.
Officiellement, on disait pas. On dit non, la Côte d'Ivoire, il y a une rébellion. Mais factuellement, au nord du pays, il y avait une autre administration. Au sud, il y en avait une autre. Et c'est avec cette administration qu'on discutait pour... Exactement. Donc, quand vous voulez aller au nord du pays, vous êtes obligé d'avoir la collaboration de cette administration. Et ce qui est au Congo, c'est la même chose. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir aider l'État congolais à reconquérir le territoire et maintenant à pouvoir, de façon lors des discussions, imposer un certain nombre de conditions, personne n'intervient. On laisse le groupe armé prendre du territoire et stabiliser le front. Alors Louis, est-ce peut-être, comme on le disait, une manière pour eux de pousser le gouvernement congolais à se retrouver entre le marteau et l'enclume? Si on viole le cessez-le-feu, ce sera le coupable, ce sera la République démocratique du Congo. Mais si on laisse faire, ce sera consolider une partie, bien la suprématie ou la domination du M23 sur ce territoire. C'est pour se dire que le M23 est trop malin. Hein, et le M23 a toutes les stratégies de guerre dans ce qui se passe. Moi, ça peut s'assimiler à ce qu'on peut appeler un guet-apens que le M23 est en train de poser en fait aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que déjà, le M23 n'a jamais cessé d'accuser en fait cette armée-là de bombardement des zones libérées. Ouais. Ça veut dire que le M23 sait pertinemment que dès qu'il va justement décréter ce cessez-le-feu, ce cessez-le-feu ne sera pas respecté. C'est d'ailleurs pourquoi nous mettons le focus sur le mot unilatéral. Dans une guerre comme telle, dans une crise comme telle, le cessez-le-feu ou bien l'accalmie doit être consensuel, de façon consensuelle, de façon unanime. Si ce qui se passe, ça peut être comparé à ce qui se fait en Ukraine, c'est-à-dire que les Congolais ne s'attendaient pas justement à cette attaque-là. Et on parle de guerre de canapé et ils sont là et puis ils ont été surpris par le M23. C'est vrai qu'il y a déjà eu des stigmates, il y a eu des symptômes, les prémices de cette guerre, mais on n'a jamais imaginé que les choses allaient prendre cette ampleur justement à cette époque-là. Et donc c'était une surprise générale pour l'État congolais ou bien pour l'armée congolaise qui est justement dans la résistance. Et donc quand l'armée est dans la résistance, n'attendez pas que du jour au lendemain on leur demande un cessez-le-feu qui est décrété par celui qui les attaque et que comme ça ils vont vouloir l'avaler. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un guet-apens qui a été posé à cette armée-là qui finalement finira par justement se faire prendre au piège. Alors, est-ce pourquoi le M23 demande à la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, de ne plus engager ses militaires, de retirer ses militaires sur le front parce qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce une manière de dire nous avons déjà conquis le territoire, c'est plus la peine de combattre, retournez chez vous? Non, mais juste parce que vous avez une organisation, une communauté comme la SADC qui a manifestement exprimé son soutien en fait au Congo. Donc pour le M23, quand vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc automatiquement, le M23 va vouloir justement trouver des poursuites, des têtes rasées pour demander à chacun justement de se mettre à l'écart. Donc c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.